C'est quoi ce message supprimé là que tu m'as envoyé? S'il est supprimé, c'est que je ne voulais pas te l'envoyer. Ouais, mais moi maintenant je vois message supprimé à chaque fois que je regarde la conversation sur la messagerie, donc c'est con. Alors je crois qu'il y a un truc pour supprimer la mention, comme ça tu verras pas qu'il a été... Ouais, c'est à moi de le faire quoi en fait. Oui, je t'accorde que c'est un peu con, parce qu'en fait, si justement je l'ai supprimé, c'est parce qu'en fait, je me suis trompée, que ça n'avait pas de sens, et donc je te l'ai pas adressé, quoi. Ouais, c'est pas grave, mais tu vois, c'est le genre de truc qui me gave, quoi. Ça part sans doute d'une bonne intention au départ, mais ça gâche le truc, en fait, tu vois. C'est pas grave, mais ça t'énerve. Voilà. C'est quand même fou qu'il y ait certains moments de l'expérience client dont le ROI soit constamment remis en question, alors que d'autres, pas du tout. Ouais, donc on est dans le ROI, mais redis-moi ça, s'il te plaît. Le truc, c'est qu'on exige, par exemple, d'une vente ou d'un lead qui soit rentable. Donc, on va aller questionner le coût de l'investissement par rapport aux bénéfices que ça va générer. Oui. En revanche, pour ce qui est de l'accueil, de l'information, de la livraison, on va tout le temps poser la question de savoir si vraiment il y a un retour sur investissement à avoir, hein, finalement, ces séquences de la relation client qui ne sont pas celles qui sont directement liées au business. Alors la livraison, on peut se dire que c'est un impondérable, mais l'après-vente ou l'accueil ou l'information, on va considérer, ou la gestion des réclamations, c'est toujours un coût, et donc on challenge toujours leurs coûts sans jamais les regarder comme des investissements. Oui, mais c'est la logique de centre de coût versus centre de profit, non? C'est-à-dire que les actes que tu mentionnes sont répertoriés dans le centre de coût. Donc après, les arbitrages qui sont à prendre sont toujours un peu en défaveur de ces actes dits négatif. Enfin, je ne l'appelle pas bien, mais... Oui, mais c'est justement ça qui est fou, c'est de se dire qu'on questionne toujours ces parties du cycle de vie pour ce qu'elles rapportent, alors que leur valeur, enfin voilà, si elles n'en avaient pas, on saurait quoi. Je veux dire, ça a été 1000 fois démontré. On les voit bien comme apporteurs d'affaires. Enfin, on sait bien qu'il y a un rôle que ça peut jouer. Mais je ne sais pas si finalement... c'est pas une question de logique, d'arbitrage qui sont toujours contre les actes négatifs. Et finalement, si ça n'a pas un peu à voir avec ce que tu disais, tu sais, dans la première conversation sur cette histoire du mythe du laquais, de se dire que finalement, se poser la question de la rentabilité de ces actes-là, c'est un peu vil, un peu moche, un peu sale. Oui. Après, sur la notion de la valeur générée, je te rejoins à 100%, surtout que on peut considérer que c'est une notoriété publique que ces moments du cycle de vie-là jouent un rôle en creux, on va dire, à minima dans la réduction de l'effort client, et en top dans ce que ça génère au sens la fidélisation, ça on le connaît depuis longtemps, les recommandations avec les avis clients qu'on peut capter, et lorsqu'on peut l'organiser, même de l'upsell, du cross-sell, qui là va être sur une valeur plus, on va dire, mesurable en sens chiffre d'affaires. Personne ne peut en douter, en fait. Surtout qu'il y a des KPI qui mesurent ça derrière, le fameux NPS, le score de satisfaction, le score d'effort, sans parler des avis clients que je mentionnais, qui aussi sont traçables. Ouais, personne n'en doute. Et pourtant, on ne cesse de questionner la pertinence de mettre de l'argent dans l'ensemble de ces activités. Et finalement, on essaye de vérifier la rentabilité de chaque euro investi en pensant que c'est une dépense, justement, et non pas un investissement. On travaille plutôt à diminuer le recours à ces personnels-là ou à ces services-là en self-carisant au maximum. On essaye de supprimer les accueils physiques partout là où c'est possible en digitalisant. Finalement, on a toujours l'impression que c'est comme si c'était de l'argent jeté par les fenêtres. On supprime en fait les actes dits à faible valeur ajoutée. Et, on pourrait revenir sur la désignation de faible valeur. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a l'histoire de la cause et de la conséquence. Au mieux, on tarit en fait à la source les réclamations dans une logique best service is no service. Je vais le savonner celui-là. Tu sais, cet ouvrage, cet essai de l'ex numéro 2 d'Amazon, Bill Price, qu'il a rédigé en 2008, si je ne dis pas de bêtises, et en fait qui a un titre qui est très provocateur, mais qui était à dessein, et qui en fait pose cette notion de on regarde beaucoup la conséquence et on en oublie la cause en fait.
Donc, c'est le principe de se dire que si on regardait en fait les motifs de sollicitation que tu as au service client, selon lui, seulement 10% de ces motifs sont générés par le service client lui-même. Donc, ça veut dire que 90% sont à regarder ailleurs. Donc, c'est ce que et par ailleurs, si tu le regardes en face, on va travailler justement la conséquence. C'est ce que tu évoquais avec la self-carisation. On va travailler à fond le coût de la conséquence, donc le coût de la réclamation. On va la self-cariser, on va l'automatiser et on va en oublier l'information qu'elle porte, l'information justement de cette cause. Je sais pas, tu me dis quand je fais plus clair, mais qui elle aurait toute matière à être écoutée. C'est exactement ce que fait la marque lorsqu'elle prône la transformation du pépin en pépite. Je suis complètement d'accord et finalement je me dis au-delà effectivement de ce travail sur les causes racines là qu'on peut retrouver dans tout le lean management et les démarches d'amélioration continue, c'est aussi une espèce de paresse intellectuelle. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi c'est plus facile finalement. C'est plus facile, de oui. suivre la rentabilité d'un acte isolé plutôt que d'aller essayer de capter une information qui elle pourrait avoir de la valeur. Je te prends un exemple. Il y a plein de business, l'énergie, mais plein d'autres pour lesquels le moment du déménagement est un moment qui génère beaucoup de churn. Capter cette information dans la tête des frontlines qui éventuellement l'ont glanée au fil d'un échange avec un client, c'est difficile. L'information, elle est diluée, elle n'est pas forcément accessible, elle n'est pas forcément dûment répertoriée dans une base de données structurée. Par contre, acheter cette information à un tiers, c'est facile. Et donc finalement, on va aller challenger juste le ROI de l'achat de la donnée chez un tiers, plutôt que d'aller capter une information qui est réellement déjà disponible. Qui est disponible, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que ça pose... c'est là où est probablement le problème, en fait. C'est qu'on distingue le coût et le bénéfice et on les sépare, on les met pas dans un même budget, en fait. C'est un peu ce que fait Amazon. On va pas se faire promoteur d'Amazon, mais justement, là, il y a un exemple qui me semble être pertinent, qui est que Amazon, sur le retour de certains produits, préfère te rembourser sans que tu aies à retourner le produit que tu as acheté. Parce que pour eux, le renvoi de ce produit-là devant justifier le remboursement leur coûte n'apparaît pas rentable en fait. Et donc le fait de le faire revenir, de le reconditionner, de le remettre dans la chaîne de vente, ça leur semble pas être. Donc ils préfèrent regarder la conséquence comme le seul élément de coût en fait et rembourser. D'autant plus que derrière ils obtiennent la satisfaction du client. Enfin je veux dire on serait les premiers. Tu réduis l'effort là. Après il faudrait sans doute mieux regarder ce que faisait ou ce que fait, ce que tu m'évoquais là par rapport à Ikea, qui semblait redescendre la comptabilité. Oui, à l'époque, ils réaffectaient les coûts au magasin. En fait. Ouais. Ça, là, en fait, tu sembles joindre la cause et la conséquence, ou en tout cas, tu responsabilises derrière ta réclamation. Et dans tout ça, c'est omettre aussi l'idée, enfin, c'est pas l'idée, mais le concept en fait de coût de l'inaction. Tu vois, donc ce coût, ce RONI, le penchant ou le pendant du ROI, en fait, littéralement le coût de ne rien faire, qui est un concept assez large qui représente l'ensemble des coûts portés par l'entreprise lorsqu'elle ne s'améliore pas. Donc en gros, tu ne challenges pas la performance, tu challenges le statu quo. Oui. Tu vois ce que je veux dire en fait. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est pas comme si on n'était pas capable de le faire, parce que typiquement, se poser la question de la valeur de certains actes dans une vision globale et non pas dans une vision morcelée, c'est quelque chose qu'on fait. Regarde tout ce qui se fait dans les conciergeries de grands hôtels ou les services premium dans les entreprises. On est tout à fait capable pour des cibles privilégiées, entre guillemets, ou prioritaires de clients, de pouvoir se dire qu'un acte simple va quand même avoir énormément de valeur, finalement en le considérant comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Oui, c'est ça. Et on est capable d'avoir une logique de captation de l'intelligence et de l'intimité client. Alors, pas pour tous les clients, c'est ce que tu évoques avec les meilleurs clients. En tout cas, pas pour le plus grand nombre, sans doute pour une raison aussi de capacité ou de capacitaire, en fait, tu vois, le delivery industriel. Mais ça repose encore une fois la question du coût, comme une sorte de on tourne en rond, en fait, en quelque sorte. Oui, on tourne en rond parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on sanctuarise les coûts de l'intelligence client à l'intérieur de ces seuls services et qu'on essaye de regarder leur ROI à ce périmètre-là. Par exemple, on va mettre de l'argent dans des focus group, on va mettre de l'argent dans des études, on va mettre de l'argent pour recruter des UX designers ou des ergonomes. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on ne fait pas.
Mais pour le coup, mettre de l'argent dans les frontlines, d'un seul coup, ça devient questionnable. On ne va pas forcément aller challenger qu'il y a un vrai ROI évident à chaque virgule ou chaque jour de travail d'un ergonome dans une entreprise, quoi. Alors là, je poserais peut-être une petite limite. On va les questionner, les frontlines. Tu vois, toi, moi, et plein d'autres. Enfin, on sollicite ces frontlines, on va les écouter. Oui, tu as raison sur le fait qu'effectivement, on va de temps en temps aller les chercher, mais et j'ai bien vu plein de cas où il y avait à la marge des possibilités d'aller interroger les frontlines pour essayer de capter cette intelligence qu'elles avaient dans le crâne, mais j'ai l'impression que c'est pas généralisé, tu vois, que c'est pas structurel. J'ai déjà vu, tu vois, lors d'un hackathon pour Accor, il y avait des étudiants qui avaient proposé de mettre de l'intelligence artificielle dans un chariot connecté pour finalement aller capter l'intelligence du personnel de ménage qui rentre au contact du client, qui rentre dans la chambre de l'hôtel et qui finalement va capter plein d'informations pertinentes. J'ai déjà vu de façon marginale quelques ESN aller voir sur des plateaux des frontlines en train d'utiliser leur logiciel pour regarder s'ils étaient effectivement utilisés. Tu prends l'info à la source. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Et tu peux très bien avoir quelques chefs de produits marketing qui passent de temps en temps sur des plateaux de centres d'appel ou dans des magasins pour aller regarder comment ça se passe. Mais moi, alors peut-être que je me trompe et je serais ravie si on me disait qu'il y avait des endroits où c'était complètement structurel, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de façon systémique une intégration des frontlines dans des dynamiques d'innovation, de production de valeur, pas uniquement en amélioration continue, tu vois, mais vraiment intégré dans les processus de création de valeur de l'entreprise. En termes d'intégration systématique, tu as raison, je te rejoins, et ça nous fait nous priver d'une matière considérable, en fait. Alors, moi, j'ai l'impression, ça fait plusieurs années que j'ai ce sentiment qu'on catégorise un peu les types de données. Tout le monde dit que la data, c'est une nouvelle mine d'or, mais tu as vraiment différents types de data. La data de la transaction, finalement, les transactions, c'est ce qui est le plus tangible, présent dans les systèmes de données, facilement traçable, structuré. Donc cette donnée-là, elle est vachement bien captée et généralement, elle est plutôt bien exploitée. Puis après, tu as les données de la navigation sur l'ensemble des interfaces digitales. Plus sensibles. Plus sensible, on est de plus en plus contraint. Et de plus en plus contraint. Réglementation sur les cookies, les sujets de privacy, on a de moins en moins de possibilités d'exploitation. Et puis après, tu as toute une part de la donnée qui, elle, est complètement sous-exploitée et pourtant, elle est captée, qui sont toutes les données de la conversation entre le client et la marque. Alors, pour le coup, elle est super, cette donnée, parce qu'elle est 100% opt-in. Parce que le client, il fait exprès de contacter la marque dans cette configuration-là. Donc, finalement, c'est cette donnée de conversation qui est celle qui est la moins captée, ou en tout cas la moins exploitée, et on peut plus se réfugier maintenant derrière le fait que c'est difficile à exploiter parce qu'on a toutes les intelligences artificielles qui permettent d'aller requêter dedans. Ouais, c'est pas faux. Enfin, c'est même très juste en fait. Cette data-là, elle a une valeur large, mais non exploitée, non quantifiée, parce que certainement non extraite encore tel qu'on pourrait le faire, tel qu'on devrait le faire en fait. C'est certain que les silos, en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de se dire, les silos sont plus faciles à mesurer. Mais ça rend aveugle et voire ça peut rendre bête aussi. Alors c'est peut-être un peu radical, mais ça rend aveugle parce que on a des KPI mais on les croise pas entre les parties, on va pas les chercher dans la comparaison, donc dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans la cause, la conséquence, dans le schéma qu'il peut y avoir. Et ça peut rendre idiot quand on va jusqu'à tordre l'un de ces KPI, clairement la satisfaction par exemple, quand on cherche à lui faire dire qu'elle peut générer du chiffre d'affaires. Alors on a des études de plus de 15 ans qui ont été relayées par HBR, ce genre de choses, qui désignent qu'on est capable d'aller, tu vois, tant de points de satisfaction génère tant de points de revenus, mais c'est pas encore industrialisé, c'est pas encore systématisé, on sait pas si ça marche, etc. Donc, tu vois, on travaille un peu à côté de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire aller chercher comme on l'évoquait tout à l'heure, le rapprochement du coût et du bénéfice, en fait. Le fait de regarder comme ça, c'est comme si c'est un ROI, tu vois, on t'évoquait les sondages et puis les focus group tout à l'heure. Tu fais pas un ROI d'un focus group pour le focus group. C'est comme si on était en train de se dire qu'on justifiait ou qu'on déterminait le ROI d'un repas par le ROI de la cuillère ou par le ROI de la fourchette dédiée, en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le regarder le PNL au complet, en fait. Oui, je pense que c'est très juste ce que tu dis, à savoir qu'effectivement, finalement, la rentabilité de l'activité
l'activité 1, elle va se trouver potentiellement dans une activité 2. Oui, c'est ça. Donc on est sur un pas de côté. Et les sujets d'expérience client, c'est pas un trou noir dans lequel il y aurait zéro valeur. C'est pas non plus un vortex qui aspire la valeur créée par les autres entités d'un seul coup en la basculant dans le négatif. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de négation du fait que c'est un contributeur à la valeur globale et qu'il ne faut pas chercher forcément à regarder le ROI des sujets d'expérience client tout seul, mais bien avoir une compréhension des parcours dans lesquels cette contribution s'intègre et de regarder ça en vision globale. Donc finalement, il faut questionner de façon décloisonnée l'ensemble des activités. Et en plus, il y a le moyen, tu vois, il y a les outils pour non seulement créer les coopérations d'un point de vue organisationnel, mais aussi lire ces informations et pouvoir calculer ses rentabilités. Et c'est ça qui rendrait lucide et intelligent. Alors, je ne sais pas si on irait voir ça en trou noir et en vortex, mais j'aime bien les images. C'est-à-dire que la bonne mesure, en fait, elle relève d'un vrai bon contrôle de gestion qui s'affranchit des silos organisationnels et budgétaires. Si on reprend l'exemple de Best Buy qu'on avait déjà vu ensemble sur un autre thème et qu'on regarde les décisions qu'a pu prendre Hubert Joly à la prise de poste avec son comité de direction, les premières actions étaient liées à la réduction des coûts parce que Best Buy se portait mal, donc là-dessus rien de surprenant, mais effectivement au lieu de s'attacher à prendre les postes de coûts les uns après les autres, ils les ont regardés en transverse, en complémentaire, en se disant sur la chaîne de valeur de l'écran de télévision, qu'est-ce qui se passe? Et ils se rendent compte que l'écran de télévision, le LED, il est très fragile et qu'ils ont de la casse à plusieurs endroits en fait. Et donc, t'évoquais l'activité 1 et puis faire des économies dans l'activité 2, typiquement, ils se sont rendus compte qu'en sommant les points de casse, ils montaient jusqu'à 200 millions d'euros par an de casse en fait. Donc là, tu as ton poste, tu vois, avec cette vision-là en transverse. Alors, tu as raison, parce qu'en plus, c'est vrai sur les économies, mais ça peut être vrai aussi sur la création de valeur. Regarde, j'ai vu un exemple l'autre fois que je trouvais rigolo sur les tourniquets dans les transports, le métro ou ailleurs. Les tourniquets, il faut les alimenter en électricité pour qu'on puisse passer le ticket dedans, biper et qui oui, bien sûr. Ouais, mais tu peux les voir aussi, et ça a été fait, comme des éoliennes. Ah, génial. Finalement, tous les gens qui passent font tourner le tourniquet et génèrent de l'énergie. Mais pour le regarder de cette façon-là, il faut un prisme plutôt RSE et non pas un prisme ticketing, tu vois, pour valider le ticket quand on passe le passage. Oui, exactement. Et donc là, je me dis que non seulement on a des possibilités de création de valeur, mais en plus on est en train de parler que de valeur économique. Mais pour reprendre mon sujet des tourniquets et l'éolienne, en fait, aujourd'hui, on devrait raisonner en triple comptabilité et regarder aussi la valeur générée en triple comptabilité, donc sociale et environnementale. Oui, c'est sûr. Dans les parcours professionnels, les frontline ont un vrai rôle à jouer. Tu vois, le carrière, parité, handicap. En fait, la relation client a une valeur sociale au-delà des murs, de façon incontestable. Et tu vois, même sur la partie environnement, moi, il y a un truc auquel je crois à fond, et pour l'instant, je l'ai vu nulle part. Alors, je l'appelle pas bien, je dis ça, c'est du rebond vert, comme on a fait hier, du rebond commercial, mais je trouverais ça canon que les gens de l'expérience client bossent avec les gens de la RSE et qu'on soit capable de pouvoir se prendre quelques secondes ou quelques minutes au moment d'une interaction avec un client pour capter de l'information et en profiter pour avoir une action écologiquement responsable. Tu vois, je pense dans l'électroménager que je connais bien, imagine qu'à tout contact client, c'est l'occasion de capter l'information sur le nombre de devices électroménagers qui sont chez les gens et pouvoir les récupérer, soit pour les réparer, soit pour les revendre, soit pour les recycler. Enfin, tu vois, là, il y a un potentiel de fou. Donc finalement, cette question du ROI, si on la prend de façon très globalisée dans l'entreprise et qu'on fait bosser ensemble tout le monde pour regarder une vision très PNL complet ou parcours client complet et pas spécifiquement expérience client, d'un sujet énervant... le ROI devient un sujet extrêmement passionnant.